pour être bien connus pour notre différence en termes de technologie, il fallait recevoir les acteurs du bâtiment, c'est-à-dire les installateurs électriciens, les plombiers, des bureaux d'études, des architectes, des distributeurs. Et on a toujours fait le choix de faire visiter nos usines. Nos propres syndicats participaient aux visites des clients, c'est-à-dire qu'ils parlaient en bien de la direction de l'entreprise, des investissements que nous faisions, de la relation qu'ils pouvaient avoir avec nous. Et de temps en temps même, quand il y avait peut-être de temps en temps des petites tensions, on les a emmenés dans des pays à l'étranger, notamment en Chine. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pascal Turquetil. Bonjour Pascal, tu vas bien ? Bonjour Aurore, parfaitement. Bon, super. Et toi ? Ça va très bien, merci. Alors j'ai réfléchi longuement à la manière la plus adaptée de te présenter, tant tes casquettes sont nombreuses. Tu as dirigé le groupe Muller pendant plus de 20 ans. Tu es membre du MEDEF, vice-président de la Task Force Ville Durable au MEDEF également. Tu es élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France. Tu es président du GIE, donc c'est Groupement d'intérêt économique, Finance. Tu es conseiller du commerce extérieur de la France, mentor à l'Institut du mentorat entrepreneurial et membre du METI, donc le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Je m'arrête là, mais je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres choses. Alors tu te présentes autant comme entrepreneur qu'investisseur et notre objectif, ça va être de voir justement comment est-ce que tu articules ces deux caractéristiques, quel a été ton parcours, quels sont aussi aujourd'hui tes projets. Alors déjà, est-ce que tu as une casquette préférée parmi toutes celles que j'ai citées pour commencer ? C'est difficile de choisir. Je pense que toutes les casquettes, c'est un peu l'histoire, c'est surtout l'histoire de rencontres, d'engagement, et elles apportent toutes quelque chose d'important à mes yeux, c'est se nourrir de rencontres dans chacun de ces organismes, et surtout rencontrer d'autres entrepreneurs, et encore une fois s'engager sur des thématiques dans lesquelles on croit. Donc c'est difficile d'en choisir une plutôt qu'une autre. Quand même, je trouve que le mentorat, c'est quand même quelque chose, donc l'Institut du mentorat entrepreneurial, c'est quelque chose qui m'a notamment guidé, qui m'a permis de rencontrer des personnalités qui m'ont guidé, nourri, et qui m'ont permis de prendre certaines décisions importantes ces derniers temps. Donc le mentorat, je dirais, allez, peut-être un peu en tête. Un point pour le mentorat. Ok, et tu as commencé quand du coup à faire du mentorat ? Ça fait un peu plus de 5 ans maintenant, et puis c'est encore une question de rencontre, où j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur de l'Institut du mentorat entrepreneurial, qui s'appelle Dominique Restineau, et puis qui est maintenant le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, qui est très inspirant et qui m'a convaincu finalement de consacrer du temps au mentorat. Et maintenant, je dis souvent, le mentorat coule dans mes veines grâce à lui. Et puis ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs, notamment Farid, qu'on verra tout à l'heure, et qui parlera de notre amitié, pas qu'entrepreneuriale. Tu as quand même commencé avec une expérience professionnelle qui t'a particulièrement marqué. En plus, c'est quelque chose qui venait aussi de ton papa, qui a fondé tout seul, du coup, en 1955, c'est ça. Le groupe Muller. Alors, est-ce que tu peux me raconter peut-être rapidement comment s'est créée la structure, comment ton papa l'a fait, puis qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que toi... t'as aussi apporté à ce groupe au moment de ton arrivée ? Mon père était issu d'une famille très modeste et puis il a repris l'entreprise de son père qui avait emprunté pour créer un petit atelier à Paris. Même si lui n'est pas issu de Paris, ils sont mayennais. Donc ils sont venus à Paris pour créer une entreprise. Son père est décédé très tôt, donc mon grand-père que je n'ai pas connu. Et il a malheureusement hérité de dettes, puisqu'à l'époque, il y a eu la crise de 1929. Difficile de rembourser l'emprunt. Donc il a commencé à moins que zéro, on dirait. Et puis il a développé une activité de bobinage de moteurs électriques qu'il a su transformer par beaucoup de travail, d'obstination, d'engagement. Et il a fait évoluer tout cela. Il a beaucoup travaillé à ce moment-là en France pour le changement de tension, puisqu'en France, on était en 110 volts dans les années 50. Et l'EDF a décidé de passer aux 220 volts pour diffuser l'électricité en France avec une meilleure qualité. Et comme il travaillait très bien,
il a été repéré par EDF et il a fait, à terme, il a pu changer l'ensemble des produits électroménagers en France, changer le voltage. Il est devenu un des acteurs majeurs. Puis il a su faire évoluer son métier pour passer du changement de tension à un fabricant d'équipements de chauffage. Donc il est passé au chauffage électrique, il a fabriqué des radiateurs électriques, il est devenu industriel. Et il a créé à ce moment-là le groupe Muller, qui était un groupe qui est devenu progressivement un des référents dans le domaine de la thermique, chauffage, rafraîchissement, traitement de l'air, objets connectés, et pour le transformer finalement en une ETI. Et donc moi je l'ai rejoint après une aventure à l'international, puisque j'ai eu la chance de beaucoup vivre à l'international, donc aux États-Unis, en Espagne, un peu également au Japon, et puis en Australie. Et je l'ai rejoint à un moment parce que j'étais aux États-Unis, j'ai eu un problème de carte verte, donc j'ai dû rentrer en France, et pour obtenir l'agrément pour continuer à travailler aux États-Unis. Et j'étais un peu dans l'activité des acquisitions d'entreprises. Et à ce moment-là, le groupe familial était sur une opération d'acquisition. Donc il m'a dit, mais t'as un peu de temps, viens voir. Et finalement, je ne suis jamais reparti. Et là, je suis devenu industriel, entrepreneur, aimant l'innovation et la fabrication d'équipements très technologiques. Et j'ai travaillé pendant presque 25 ans dans ce groupe, alors aux côtés de mon père, évidemment, pendant de longues années, avec beaucoup de valeurs paternalistes, de temporalité, un groupe familial évidemment, avec toutes les qualités et les défauts des groupes familiaux. Et là, j'ai pu travailler à ses côtés, puis j'ai pris la direction totale du groupe. Et le groupe s'est développé maintenant dans 50 pays, donc on est passé à près de plus de 1000 personnes, 6 grands sites de production en France, des centres d'innovation, de recherche, des centres de formation, donc une référence dans le monde industriel français, mais également européen, avec des produits très techniques, à haute efficacité énergétique, maintenant également à haute efficacité environnementale, dans le domaine également du numérique, du digital. Donc on a su faire évoluer tout cela grâce, encore une fois, à l'innovation, à l'investissement, et avec toujours un mot d'ordre pour nous, c'était de maintenir l'emploi en France. Donc on a pu se développer par des acquisitions, mais aussi par le développement en interne, en termes organiques, de beaucoup de produits révolutionnaires avec beaucoup de brevets développés en France à forte valeur ajoutée pour être certain de pérenniser l'emploi en France et les usines en France. Donc c'est quelque chose qui me guide dans mon ADN, c'est la protection de l'emploi en France, l'innovation, l'entrepreneuriat. Tu dis que vous avez fonctionné aussi beaucoup par acquisition. C'était quelque chose qui était déjà dans la culture du groupe avant que tu le rejoignes, ou c'est toi aussi qui as impulsé ça? Et comment est-ce que vous l'avez fait? Alors les deux. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, dans ce domaine d'activité, il n'y avait pas de concentration, il y avait beaucoup d'acteurs qui sont intéressés à ce marché qui était en forte croissance, le marché donc des équipements de chauffage et de rafraîchissement. Il y avait plus de 75 concurrents dans les années 70. Et puis, comme souvent, des entreprises ont fait le choix de ne pas forcément faire des produits à forte valeur ajoutée, choisir des volumes simplement. Et à un moment où le marché s'est rétréci, beaucoup d'autres sociétés se sont retrouvées en difficulté. Nous, on avait fait le choix de choisir des développements de produits à forte valeur ajoutée, technologiquement avancés. Donc on avait une notoriété très importante avec la filière du bâtiment, qui est une filière très, très élaborée, d'excellence en France. Vous faisiez tout en France en plus, ouais, ça vous produisiez tout 100% en France. On a souvent été orienté pour partir à l'étranger, on a toujours refusé, en se disant on a un devoir, c'est de maintenir l'emploi en France, donc on ne peut le faire que d'une seule façon, c'est par la qualité, l'innovation, la créativité, c'est ce qu'on a toujours fait. Donc ça nous a permis finalement de reprendre beaucoup d'entreprises qui étaient en difficulté, et toujours par la même façon, par l'innovation. Donc on n'a jamais fait un plan social, on a toujours repris ces entreprises qui étaient en fragilité, et ça, les salariés l'ont su. Donc ça a créé également un état d'esprit très positif, avec une croyance que les dirigeants étaient très engagés et travaillaient évidemment pour rentabiliser l'entreprise, mais surtout pour la pérennité et pour favoriser l'essor personnel de tous les salariés qui travaillaient au sein de l'entreprise. Donc très peu de turnover, et toutes les entreprises qui nous ont rejointes, on les a redressées très rapidement, avec succès. Donc souvent, quand une entreprise était elle-même encore en difficulté, on nous téléphonait, et puis on étudiait les dossiers, et souvent on les reprenait avec toujours les mêmes solutions, innovation, investissement, confiance dans l'avenir, pour rassurer et pérenniser
l'ensemble des équipes de nos entreprises. Donc on est passé à un chiffre d'affaires près de 300 millions d'euros, un peu plus de 1000 personnes, 50 pays, et vraiment une référence avec des marques très connues dans le milieu du bâtiment, des marques comme Noiro, Applimo, Erelec, Campa. Alors très connues du milieu du bâtiment professionnel, avec des marques, pour la plus ancienne, qui avaient plus de 130 ans. Donc des histoires aussi importantes. Donc là encore, on avait des musées dans chacune d'entreprise, et on a transformé ces entreprises en entreprises vitrines. C'est-à-dire qu'on a souhaité que pour être bien connu pour notre différence en termes de technologie, il fallait recevoir les acteurs du bâtiment, c'est-à-dire des installateurs électriciens, des plombiers, des bureaux d'études, des architectes, des distributeurs. Et on a toujours fait le choix de faire visiter nos usines, des usines références, vitrines, pour associer les collaborateurs, les rassurer avec des visites de clients, d'hommes politiques, de centres de recherche français et étrangers. Et ça a permis de nourrir notre politique d'innovation, de rassurer ceux qui sont devenus nos clients, parce qu'ils voyaient les investissements que nous réalisions, la qualité de développement, nos centres de recherche. Et quand on visitait nos usines, on découvrait finalement tous les savoir-faire que nous avions. Et ça rassurait, ça donnait un niveau de confiance important au niveau de la clientèle qui achetait nos marques. Et ça nous a permis de pérenniser, de développer notre entreprise dans le temps. Et tes salariés, du coup, qui étaient au contact avec des clients alors qu'ils n'avaient pas forcément des postes de commerciaux, comment est-ce qu'ils le vivaient, du coup, cette exposition au grand public, ça leur plaisait? Au contraire, ça une fierté, leur déplaisait? Une fierté, parce que c'est pas commun d'avoir des sites de production où il y a à la fois de la formation, de la recherche, des usines qu'on appelle 4.0, des Creative Labs qu'on a développés également pour tout ce qui est Open Innovation. Et donc, évidemment, chaque salarié se sentait finalement avec une mission personnelle à pouvoir promouvoir son savoir-faire. Et il y avait vraiment un sentiment un peu familial, paternaliste, en disant on croit dans l'entreprise, on est fier de parler de ce que l'on fait. Et donc cette énergie, cette confiance, il la transmettait évidemment aux visiteurs qui ressortaient en disant où sont les bons de commande, achetons les bons produits. Et alors, donc tu as fait ça pendant près de 25 ans. Ouais. Et puis à un moment, ça s'est arrêté, oui, tu as décidé de partir. Comment est-ce que ça s'est passé? J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Je pense que c'est une chance, aussi bien pour ma carrière avant de rentrer dans le groupe Muller, mais aussi j'ai voyagé presque 150 jours par an pendant presque 25 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer plein de clients et d'entrepreneurs extraordinaires à travers le monde. Ça apprend à respecter l'autre, ça apprend finalement à se remettre en question, ça apprend l'humilité. C'est ce qui nous a toujours guidés. Et donc, ça m'a permis aussi d'ouvrir les marchés au niveau international. Et puis, ça m'a toujours guidé, c'est-à-dire l'ouverture vers l'autre, le respect de l'autre. Et dans nos développements, ça nous a permis aussi de caractériser ce que seraient nos stratégies. Et dans notre domaine d'activité, il y a beaucoup de réglementation aussi. Donc, à côté du rôle que j'avais de diriger l'entreprise, j'ai dû également m'engager dans la réflexion sur les réglementations qui allaient influencer nos métiers dans le monde énergétique, dans le monde du bâtiment, dans le monde de l'écologie maintenant. Et je me suis dit, autant également rejoindre mon syndicat professionnel que j'ai présidé, mais aussi des instances qui permettaient, entre guillemets, d'influencer positivement ce que seraient les règles technologiques de demain, pour encore une fois pouvoir rester en France et renforcer l'emploi en France. Et donc c'est là que je suis rentré au MEDEF, que je suis rentré au MEDEF International, et j'ai pris des rôles importants, que j'ai pu rentrer à la CCI, Paris-Île-de-France, Chambre de commerce et d'industrie. Je suis rentré également en tant que conseiller du commerce extérieur de la France. Tout ça, ça a permis de rencontrer beaucoup de monde, des hommes politiques, qui pouvaient influencer aussi, si on leur expliquait, si on les invitait dans nos sites de production, à prendre en compte finalement les produits, les équipements de demain qui allaient favoriser le confort thermique, la réduction de la consommation d'énergie. On parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui. Nous, on l'a fait depuis maintenant 40 ans. Et maintenant, la décarbonation. Donc, à ce titre, j'ai réparti mon temps également vers l'extérieur, mais dans l'intérêt de l'entreprise. Et je suis également rentré à l'Institut du mentorat entrepreneurial, où j'ai rencontré donc Dominique Ressino et Farid, qu'on verra tout à l'heure. Et puis, je suis rentré également chez YPO, qui est un réseau international de chefs d'entreprise. On est 40 000. Et ça m'a permis d'être à la rencontre de beaucoup d'entrepreneurs et de réaliser que finalement, en étant mentor, on a une certaine légitimité à pouvoir échanger avec l'autre pour, d'entrepreneur à entrepreneur, le rassurer,
parce que souvent l'entrepreneur est seul. Il y a une grande solitude. Donc comment le dégager de cette solitude ? Il faut échanger avec lui, il faut créer un climat de confiance. Et ça m'a permis vraiment de réaliser que mon expérience de président ou patron d'ETI, ça me permettait aussi de pouvoir accompagner d'autres dirigeants dans des secteurs d'activité qui n'étaient pas forcément celui dans lequel j'avais évolué. Cette légitimité, je l'ai découverte grâce au mentorat, grâce à des forums YPO où j'étais en contact avec d'autres entrepreneurs. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et ça amenait de la croissance, rassurer des entrepreneurs qui finalement développaient leur entreprise, l'emploi, avec toujours de la bienveillance, de l'optimisme. C'est souvent ce qui manque de temps en temps parce qu'on peut être inquiet par rapport à ce qui se passe. Toujours transformer le négatif en une opportunité, transformer un problème en quelque chose de positif. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours guidé. Et donc, à ce titre, après 25 ans, finalement, je me suis dit, il est possible de transmettre mon entreprise à un partenaire que nous avions depuis maintenant 25 ans. C'est un groupe familial également, irlandais, créé par un autodidacte comme mon père. Et donc, dans de bonnes mains, il était plus important que nous. Et donc, j'ai cédé mon groupe il y a maintenant une petite année pour qu'il soit maintenant dans de bonnes mains également, pour transmettre les mêmes valeurs que celles que j'ai défendues pendant presque 25 ans, et mon père pendant 70 ans. Et mon père est décédé il y a maintenant 4 ou 5 ans. Et donc, je l'ai fait parce qu'en me disant, maintenant, je peux, par mon expérience et par le mentorat, créer un family office pour accompagner d'autres entrepreneurs, les financer, toujours dans le temps, avec bienveillance, à leur côté, et les guider par échange d'expériences pour mieux les développer et qu'eux-mêmes, en termes de posture de dirigeant, puissent échanger avec moi dans la durée. Donc, depuis maintenant une petite année, j'investis dans les entreprises, dans plusieurs secteurs d'activité, en France et à l'international, puisque je disais tout à l'heure, je suis très international. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, où c'est révélé à moi grâce, je l'ai déjà dit, au mentorat et à ces rencontres avec des entrepreneurs qui sont souvent en demande de cela, en demande de rencontres et de confiance. Comme tu le dis, j'imagine que c'est pas toujours facile de s'entourer. Toi, tu as eu la chance aussi de travailler avec ton père en famille. Est-ce que j'imagine était quand même un atout dans la confiance que vous pouviez avoir l'un pour l'autre? C'est jamais facile de travailler en famille. Il y a des bons jours, c'est comme dans les couples, ça. Il y a des bons jours, des mauvais jours. Il y a quelque chose de fort, qui est extraordinaire, c'est la confiance qui est absolue. Et quand même l'intérêt, alors il y a des chocs de génération, il y a des thématiques qui sont, quand on parle par exemple de numérique, de digital, quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi, il avait du mal à le saisir, mais ouverture d'esprit, et on a réussi à être très complémentaires. Et puis ce climat de confiance nous a permis de développer harmonieusement l'entreprise avec des transformations très importantes, mais toujours faites avec la participation de tous nos salariés, qui étaient très fidèles à notre état d'esprit, notre ADN, et ça a attiré également des talents. Donc on a pu recruter des talents qui étaient contents de rester dans une entreprise qui portait ces valeurs, ce sens particulier qu'on donnait à l'entreprise. Et on était très proche de tous les salariés dans l'entreprise, quel que soit leur poste, très présents, avec beaucoup de discipline, parce que dans l'industrie, on se lève tôt, les journées sont longues. Il n'y a pas que dans l'industrie, bien sûr. Mais il y a également la notion de référence, de cette discipline, et puis de montrer l'exemple. Donc ça, c'était important pour nous. Et la proximité avec l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Donc c'était une entreprise très paternaliste. Et je pense que ça a permis finalement cette collaboration avec mon père très profonde. Ça a permis aussi d'accélérer très largement le développement positif de l'entreprise dans la durée. Tu m'avais raconté, quand on préparait notre entretien, que je crois que tu n'as jamais eu de grève de tes salariés. Et il me semble que tu avais en plus une méthode assez intéressante et très positive et constructive pour justement permettre aussi aux syndicats d'être impliqués dans la vie de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, ça c'est encore une fois, c'est quelle ambiance tu crées dans ton entreprise ? Est-ce que ceux qui travaillent pour toi ont confiance en toi ? Et je pense que ça, c'était une réussite dont on est très fiers, c'est-à-dire que l'ensemble de nos salariés croyaient dans l'avenir parce qu'on n'était pas à décider à court terme. Quand on est actionnaire de sa propre entreprise, la temporalité est importante et on investit dans le long terme. Et on donne la chance à l'innovation, même si elle est plus longue que prévu. On ne regarde pas forcément le retour sur investissement immédiat.
Et je crois que c'est symptomatique de beaucoup d'entreprises familiales. Donc ça a permis de créer vraiment un état d'esprit très fort à tous les niveaux de l'entreprise, même au niveau des syndicats. Souvent on dit qu'il y a forcément une entente cordiale entre les dirigeants d'entreprise et les syndicats. Ce n'était pas notre cas, puisque comme nos usines étaient vitrines, nos propres syndicats participaient aux visites des clients, c'est-à-dire qu'ils parlaient en bien de la direction de l'entreprise, des investissements que nous faisions, de la relation qu'ils pouvaient avoir avec nous. Et de temps en temps même, quand il y avait peut-être de temps en temps des petites tensions, on les a emmenés dans des pays à l'étranger, notamment en Chine. Et en Chine, ils ont découvert que, je parle de nos syndicats, qu'il y avait de la concurrence, qu'il y avait des prix de revient très bas et qu'il y avait de la concurrence qui était dangereuse pour nous. Et ça leur a montré qu'on avait pris des décisions très fortes, courageuses, de rester en France malgré cette concurrence chinoise de bas coût. Et ils sont revenus, ils n'ont jamais été autant avocats de notre stratégie qu'après ce voyage. Ils se sont rendus compte qu'on avait beaucoup investi et que malgré les tensions, on avait tenu bon, on avait continué à investir en France et surtout pas délocaliser. On parle beaucoup en ce moment de retour de l'industrie en France, relocalisation, réindustrialisation de la France. Nous, on n'a jamais quitté la France. Donc c'est une fierté forte et ça, les syndicats, les salariés le savaient. Et toutes les reprises d'entreprise, c'était la même chose. On n'a pas fermé et on n'a pas eu de grève, évidemment, puisqu'il y avait un état d'esprit très positif autour de l'innovation. L'innovation, ça fait rêver, c'est créer. On faisait des beaux produits. Donc c'était des radiateurs connectés, mais des radiateurs intelligents, en verre, en pierre, des pompes à chaleur, des chaudières, des produits à haute valeur ajoutée. Et finalement, des produits qu'on retrouve dans son quotidien. Donc nos salariés étaient fiers de fabriquer des produits qui se retrouvaient dans tous les bâtiments. Et les visites vraiment d'usines et les musées, ça a permis de transmettre finalement cet ADN, cette culture, et de montrer que finalement, il faut continuer à travailler sereinement tous les jours. Et il peut y avoir des risques, mais on va passer ces crises toujours parce qu'on est tous rassurés les uns avec les autres. Et cet état d'esprit, ça a permis vraiment de consolider une communauté favorable au développement de notre groupe. Et avec l'acquisition par le groupe irlandais, j'imagine que les industries sont quand même restées en France et que ça continue à tourner comme auparavant. C'était quand même, pour moi, plus qu'important. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu céder l'entreprise à un partenaire qui n'aurait pas poursuivi notre voie. Ça fait 25 ans qu'on est partenaire, donc on se connaît très bien, et c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça important de le faire. C'est un groupe plus important, on pouvait encore accélérer avec eux. J'aurais pu rester avec eux, mais ces rencontres que j'ai expliquées tout à l'heure, cette volonté de pouvoir accompagner d'autres entrepreneurs, je me suis dit à ce moment-là, peut-être que je peux consacrer mon temps à encore d'autres projets, d'autres opportunités dans lesquelles je crois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix qui n'était pas simple au départ. J'ai pesé le pour et le contre. Mais quelques années maintenant plus tard, quelques mois, je suis très content d'avoir pris cette décision-là parce que je m'aperçois que ça permet vraiment d'accompagner des entrepreneurs de talent et puis de m'intéresser à plein d'autres secteurs d'activité qui sont fabuleux, en croissance, de re-rencontrer des entrepreneurs à l'international, de les y emmener. Et je pense que c'est bon pour l'économie française, c'est bon pour l'emploi et c'est bon pour l'entrepreneuriat en général. Donc je me sens très concerné par ça. Je continue à défendre également l'entrepreneuriat dans les différentes organisations que tu as citées tout à l'heure, dont je fais toujours partie. Donc aujourd'hui, je pense avoir un peu de temps. J'en ai pas tellement, mais c'est pour la bonne cause et ça me passionne. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il y a plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous verrons comment, après avoir contribué au développement et à la cession de l'entreprise familiale, Pascal a réinvesti son patrimoine au service de sa passion, accompagné des entrepreneurs. Pour en discuter, nous accueillerons Souleymane du Family Office Digital Sapiens.